Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. L'Afrique face à la France, le sentiment anti-français attisé par les juges. C'est le titre du 11e livre de l'ancien ministre centrafricain Adrien Poussou. L'homme a été plusieurs fois ministre de la Communication sous au moins 3 présidents de la République. Un livre paru ce 4 décembre 2025. Alors, en quoi la justice française a-t-elle ou contribue-t-elle à attiser le sentiment anti-français sur le continent? On le reçoit en personne pour en parler. Il est notre invité. Monsieur le ministre, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Togbé et merci de m'avoir invité. L'Afrique face à la France, le sentiment anti-français attisé par les juges. D'abord, qu'est-ce qui a inspiré chez vous l'idée d'écrire ce livre? Ce livre est dans la continuité du précédent qui était « L'Afrique n'a pas besoin de Poutine ». Et quand j'avais écrit « L'Afrique n'a pas besoin de Poutine », j'ai été cloué au pilori. On m'a traité de suppôt au service de la France. Et cela m'a amené à m'intéresser à un sujet beaucoup plus explosif, celui de l'affaire dite des biens mal acquis. Et j'ai voulu, puisque il s'agit d'un angle mort des relations entre la France et les États africains, j'ai voulu savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui en Afrique, il y a eu une montée du sentiment anti-français. Donc, en partant de cette affaire. Alors, vous précisez, et je comprends maintenant que vous évoquez le livre précédent qui parle de Poutine. Monsieur le ministre, vous précisez à la page 35 de cet ouvrage, fort bien écrit, il faut le souligner, le présent ouvrage va sûrement heurter certaines consciences, bousculer les bien-pensants, boucher un coin à ceux qui ont au fait de me clouer au pilori et qui m'ont rangé dans la case des suppôts à la solde de la France en Afrique, simplement parce que j'ai osé dénoncer dans un livre la présence russe sur le continent. Toutefois, vous précisez, toutefois, ne vivant pas à Moscou, j'ai du mal à m'excuser d'avoir fait usage de ma liberté d'expression sans crainte de goûter à l'élégance d'un goulag ou d'un sombre cachot, à l'instar d'Alexeï Navalny, principal opposant à Poutine, décédé en prison dans des circonstances non élucidé. Vous avez tenu à apporter cette clarification. Absolument. Voyez-vous, nous enregistrons cette émission à Paris. Paris, c'est la capitale de la République française. Oui. La France que je brocarde dans ce livre. J'aurais écrit ce livre, enfin, j'aurais été à Moscou, je me serais déjà retrouvé en prison. Donc la différence entre une autocratie et une démocratie, c'est que dans les démocraties, on peut s'exprimer librement. Donc, alors, si vous écrivez, si vous dénoncez la présence russe en Afrique, ce n'est pas que vous êtes pro-français, avez-vous tenu à mettre au point? Absolument. Mise au point. Rentrons dans le vif du sujet, monsieur le ministre. En quoi est-ce que la justice française, selon vous, a-t-elle contribué à attiser ce sentiment anti-français? Si tant est qu'il est vrai, j'en sais absolument rien. Mais puisque vous le dites, je vous fais confiance. Mais quelle est la contribution de la justice française par rapport à ça? Je voudrais, avec votre permission, revenir à la genèse de l'affaire dite des biens mal acquis. Qui concerne plusieurs chefs d'État. Qui concerne plusieurs chefs d'État africains. Voyez-vous, mal nommer les choses, disait Albert Camus, c'est ajouter au malheur du monde. Oui. La machine judiciaire française fut lancée au printemps 2007. Le 28 mars 2007, plus exactement. 2 associations françaises, Sherpa et Survie, et une obscure fédération congolaise de la diaspora, saisissent la justice française pour des faits de détournement de fonds publics contre le président Bongo Ondimba, le président Denis Sassou Nguesso, Théodore Obiang Bassogo, le Blaise Compaoré, qui était alors président du Burkina Faso, José Eduardo dos Santos, le défunt président angolais. Quelques mois plus tard, en novembre 2007, le procureur de la République près le tribunal de Paris classe
cette plainte sans suite, au motif que l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée. Oui. Croyez-vous que ces associations vont rester là? Non. Il va y avoir une deuxième plainte. Oui. Cette fois-ci, c'est Transparency International France, avec quelques Congolais qui saisissent le procureur pour les mêmes faits, oui, contre les mêmes personnes. Oui. Là encore, la plainte sera classée sans suite. Mais on alléché comme ça par l'envie d'épingler quelques chefs d'État à leur tableau de chasse et encouragé par l'Alali, ces associations, en tout cas Survie France, va saisir le doyen des juges d'instruction du tribunal de Paris, bien sûr, et se constitue partie civile dans ce dossier. Oui. Et lorsque le doyen des juges d'instruction demande l'avis du procureur de la République, le procureur de la République juge que la plainte est irrecevable. Mais curieusement, le doyen des juges d'instruction va rendre une ordonnance qui reconnaît Survie France, Transparency International France en sa qualité de partie civile. Tout naturellement, le procureur de la République de Paris va faire appel de cette ordonnance. Et si vous le permettez, oui, je vais donner lecture d'un extrait, un court extrait des arguments du procureur de la République de Paris. Et lorsqu'il fait un réquisitoire le 4 juillet 2011, il dit ceci. Attendu que les faits tels que décrits par l'association plaignante, donc Transparency International France, sont relatifs à l'acquisition et à la détention en France de biens mobiliers et immobiliers susceptibles d'avoir été financés par les fonds provenant de détournement de fonds publics étrangers, en l'espèce des États du Congo, du Gabon et de la Guinée équatoriale. Attendu que la qualification de détournement de fonds publics tel que prévu par l'article du Code pénal n'est applicable qu'à des détournements de fonds publics français commis par des dépositaires de l'autorité publique française. Qu'en l'espèce, si elle est supposée établie, il s'agirait de détournements de fonds publics étrangers, gabonais, congolais, guinéens, commis par des autorités étrangères, gabonaises, congolaises, guinéennes, que le délit de l'article 432-15 ne saurait donc recevoir application et par voie de conséquence, les qualifications de complicité de recel de ce délit ne s'appliquent pas. Ça, c'est ce que dit... C'est ce que dit le procureur. Pour en appel. Et justement, le procureur sera suivi par la chambre d'instruction du tribunal de Paris. Mais comme les voies de la justice sont impénétrables comme celles du Seigneur, la Cour de cassation va suivre va suivre Transparency International France et va le reconnaître comme fondé, comme partie civile, et l'enquête va suivre son cours. Je vous rappelle qu'entre-temps, oui, les noms de Blaise Compaoré et de José Eduardo dos Santos sautent dans l'affaire. Si vous me posez la question, pourquoi ces noms-là sautent dans l'affaire, et si j'ai l'esprit tordu, je vous dirais à cette époque, Blaise Compaoré était le chouchou de la France dans le Sahel, puisque c'est lui qui négociait la libération des otages et autres. Et José Eduardo dos Santos avait fermé la porte de l'Angola aux entreprises françaises, notamment Total, tant que l'Angola guette cette affaire de la vente d'armes illégales à l'Angola, continuait d'occuper unes des journaux en France. Donc, les deux noms vont sauter. Il ne va rester que les noms du président Sassou, de El Hadji Omar Bongo Ondimba et de Théodoro Obiang-Nguema. Et vous en faites une lecture politique? Cela fait plus de 15 ans que l'enquête suit son cours, voyez-vous, et on ne voit pas de dénouement de cette affaire. D'accord. Mais, et je veux insister là-dessus, en France, il faut le dire
pour le regretter. Certains hommes politiques, mais aussi des journalistes, friands de dénonciation sans risque, montrent une certaine appétence à taper impunément sur des chefs d'État africains. Et ça, selon vous, a attisé c'est une attitude de mépris, un mépris qu'on ne voit que lorsqu'il s'agit des chefs d'État africains. Voyez-vous, les émirs du Golfe, région la moins démocratique du monde, s'offrent des clubs de football, des courses équestres prestigieuses en France, des appartements, des hôtels particuliers, sans qu'ils s'en trouvent un juge qui leur demande des comptes. Mais là-bas, on vous dira que les gens ne manquent pas d'eau potable, que les soins de santé sont pris en charge par l'État là-bas. On pourrait vous opposer cet argument. Mais ça ne manquerait pas de pertinence. Ça ne manquerait pas de pertinence, comme vous le dites, mais nos chefs d'État, il faut le dire et le dire avec une certaine gravité, ont hérité des pays, et en l'occurrence le Congo, la Guinée équatoriale et le Gabon, au moment de l'indépendance, n'étaient pas des États. Ça aussi, c'est vrai. Il a fallu beaucoup d'efforts pour remettre ces terres-là sur du rail. Parce que lorsque le colon, et c'est d'ailleurs ce qui choque les Africains, le colon... Dans cette étudiante en droit nigérienne que vous avez cité, et qui représente 2 millions d'Africains selon vous. Le nom de la France a été si étroitement et si profondément associé au soutien à des dictatures et à des républiques bananières que la France ne peut pas aujourd'hui, au nom d'une supposée morale, vouloir juger nos dirigeants. Il s'agit des dirigeants de pays indépendants, souverains. Mais ne faut-il pas prendre ici la précaution de préciser que si sentiment anti-français il y a, ce n'est pas vis-à-vis des Français, enfin du peuple français, mais vis-à-vis peut-être des politiques français, des élites françaises, non? C'est précisé. D'accord. C'est précisé dans ce bouquin. Parce que ce qui se passe, parce que moi j'ai eu le temps, enfin j'ai pris la peine de me rendre en Afrique, de discuter avec les gens de peu. Mais lorsque vous posez la question à ces gens, est-ce qu'ils sont au courant de l'existence même de cette affaire, de ces enquêtes? Ils vous disent non. Or, on nous dit à Paris que les enquêtes ont été ouvertes pour le bien de ces gens de peu. Voyez-vous? Mais posez la question à ces juges. En l'occurrence, les millions d'euros, enfin, de biens saisis chez Théodorine Obiang seraient destinés à être dépensés, en tout cas utilisés pour financer des projets en Guinée équatoriale. Ce dossier est scandaleux. Ce dossier est scandaleux. Voyez-vous, les juges, maintenant que ça a acquis l'autorité de la chose jugée, on peut en commenter, mais en étant prudent. Mais voyez-vous, les juges français ne se sont jamais rendus en Guinée équatoriale. Même lorsqu'ils ont été invités par les autorités judiciaires guinéennes pour venir humer l'atmosphère locale, toucher du doigt la fragilité institutionnelle de ces pays et pour pouvoir mener leur enquête. Ils ont refusé. C'est de Paris qu'ils ont mené leur enquête. Monsieur Poussou, mais vous ne soulignez pas que au commencement de l'affaire, il y a des villas et des châteaux qui viennent acheter en France. Si c'était dans d'autres pays africains, peut-être la justice française ne s'en serait pas mêlée. Voyez-vous, pendant des années, la France a toléré, a encouragé certains dirigeants africains à venir investir en France. C'est vrai. Je ne veux pas donner l'impression d'être un défenseur des dirigeants africains. Non. Je ne suis pas leur avocat défenseur. Je sais que malheureusement, certains dirigeants confondent généralement leur poche avec les caisses de l'État. Et ce que vous faites si bien, monsieur le ministre, c'est que vous rendez compte du changement de paradigme. C'est fini, les mentalités ont évolué, c'est fini. Et vous dites, je vous cite, désormais ce qui compte, c'est le réalisme des affaires. La densité des liens d'amitié ne se mesure dorénavant qu'à l'aune des intérêts réciproques immédiats. C'est fini, pensez-vous? C'est fini.
Aujourd'hui, avec qui on veut, dès lors que nos intérêts sont en jeu, sont préservés. Et cela était inscrit même dans l'ADN de la décolonisation. Parce que les liens tissés pendant la colonisation allaient être distendus une fois que ces États-là accèdent à l'indépendance. Parce que, voyez-vous, la Turquie, la Chine, la Russie, lorsque ces États arrivent sur le continent africain, ils ne donnent pas de leçons. Ils n'ont, je vais être un peu grossier, ils n'emmerdent pas nos dirigeants. Oui. Ils vont faire des affaires. Et aujourd'hui, les Africains n'ont qu'un seul mot à la bouche, être respectés. Oui. Quoi que cela en coûte, oui. Être respectés. Être respecté. Et vous soulignez, Monsieur Adrien Poussou, vous rappelez une belle citation de Aimé Césaire dans votre livre. Hein? Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. Vous pensez que c'est fini? Le complexe d'infériorité qu'on nous aurait inculqué, il se déconstruit désormais? En tout cas, c'est fini dans l'esprit de bon nombre d'Africains. Malheureusement, ce n'est pas encore fini à Paris. La France, les dirigeants français, regardent nos dirigeants avec beaucoup de condescendance, avec beaucoup de mépris. Nous le permettons aussi. Justement. On ne vous respecte pas si vous ne vous respectez pas. Justement, c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a une école aujourd'hui en Afrique qui demande à nos dirigeants, en tout cas ceux qui sont poursuivis dans le cadre de cette affaire, de ne même plus se présenter devant les juges français. Parce que les juges français ne se permettraient pas d'ouvrir une enquête contre Trump, par exemple. Pourquoi est-ce que George Bush, qui a commis une boucherie sans mauvais jeu de mots en Irak, n'a pas été poursuivi par les juridictions françaises? Pourquoi les juridictions françaises se croient supérieures à nos juridictions locales? Ce qui est sûr, chaque jour en Afrique, les juges condamnent ceux qui se rendent coupables de prévarication, les faits de corruption et de détournement de fonds publics sont poursuivis devant nos juridictions. Voyez-vous, j'étais à Brazzaville pour parler avec des gens de peu. Et je me suis rendu dans des tribunaux au Congo. Et j'ai été témoin de nombre d'affaires de corruption qui sont jugées. Oui. Le problème, c'est que nos États ne font pas du bruit sur ce qu'ils font. Ils ne communiquent pas assez sur ces bienfaits. Si des avancées sont faites, des progrès sont faits dans... Je voudrais... Absolument. Absolument. Aujourd'hui, les Africains ont compris que pour être respectés, ils doivent être corrects et sérieux avec les deniers publics chez eux. Et ça, ils n'ont pas attendu que quelqu'un puissent venir de Paris, de Londres ou de New York pour leur dire. Ils savent que pour entrer dans la modernité, ils doivent être rigoureux avec les biens de la collectivité. Et cette tendance est en train de se généraliser sur le continent. Mais voyez-vous, ce livre, bien qu'il aborde l'affaire des biens mal acquis, c'est 3 ans d'enquête. C'est des témoignages inédits de chefs d'État, même qu'ils ne sont plus les 2 chefs d'État qui m'ont fait l'honneur de me livrer un certain nombre de secrets, ne sont plus de ce monde. Voyez-vous, un chef d'État me dit que l'affaire des biens mal acquis aurait pu connaître une autre issue si un candidat aux primaires des Républicains avait gagné ces primaires-là. En France ou... En France. Et quand je lui ai posé la question, tout ça je rapporte dans le livre, hein, quand je lui ai posé la question, mais comment? Puisque la France n'est pas une république bananière, on ne donne pas, en tout cas les pouvoirs publics, plus qu'au nom du principe de la séparation des pouvoirs, les juges français ne reçoivent pas les ordres de la part. Et ce chef d'État me dit, mais le candidat des Républicains, le candidat aux primaires des Républicains qui n'a finalement pas gagné, était un ami. Il est venu ici, donc chez ce chef d'État, on a parlé,
de comment régler cette affaire. Et il m'a dit, quand je gagne, on va trouver une issue. Sauf que, il y a eu des billets de banque qui sont venus pour financer sa campagne. On devine à peu près de qui vous parlez. Comment finit cette émission? Ça parlait de la présidentielle qui a lieu dans quelques jours dans votre pays, et la Centrafrique. Comment vous situez-vous par rapport à ça? On sait les tensions qu'il y a entre le président sortant et quelques candidats, enfin quelques leaders de l'opposition. Vous vous situez comment par rapport à ça? Vous me parlez d'une supposée présidentielle qui aura lieu le 28 décembre. Oui. Pour moi, ce qui va avoir lieu est une mascarade. Le président Touadéra n'a pas le droit de se présenter à ces élections. Parce que, au regard de la Constitution, au regard de la 2023. Constitution de mars 2016, sur laquelle il a prêté serment à 2 reprises. Il a juré devant Dieu et la nation de ne pas modifier cette Constitution. Premier élément. Deuxième élément, la Cour constitutionnelle à cette époque a rendu une décision pour dire qu'en l'état actuel du droit positif centrafricain, cette constitution 2016, issue des consultations à la base du forum de Bangui, ne devait pas être modifiée. Voyez-vous, le problème de l'Afrique, c'est qu'on ne respecte pas les lois qu'on s'est librement données. Donc pour moi, le président Touadéra s'est rendu coupable de forfaiture. C'est un putschiste constitutionnel, comme dirait le président Gbagbo. À partir de ce moment-là, il s'est mis en dehors de la République. En dehors, et je pèse bien mes mots, de la République. Donc, ce qui va se passer le 28, c'est une mascarade. C'est une mascarade, dites-vous, et ce sont vos mots. Adrien Poussou, l'Afrique face à la France. Le sentiment anti-français attisé par les justes, c'est le titre de votre 11e livre. Vous ne faites qu'écrire, au fond. Vous ne faites que ça. En tout cas, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous avez été plusieurs fois ministre de la Communication sous Giotto Diabosizé et Catherine Samba-Panza. En tout cas, pour vous. En tout cas, pendant la transition. Je vous remercie de m'avoir invité. Mesdames et messieurs, c'était notre invité. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre invité.